En me baladant sur internet, j'ai pu observer qu'on ressortait souvent les mêmes mangas shonen et leurs mangaka associés. Aujourd'hui, qui ne connaît pas Akira Toriyama, Eiichiro Oda ou encore Kohei Horikoshi? Pourtant, il y a un point commun entre ces différents auteurs. Ce sont des hommes. Et oui, quelle surprise! Pourtant, il existe une ribambelle d'autrices manga shonen. Et oui, cela peut surprendre, on associe souvent l'idée de manga shonen pour les garçons réalisé par des hommes, manga shoujo, manga à destination de filles réalisé par des femmes. Et bah c'est pas le cas. Et aujourd'hui, on va parler de l'une d'entre elles et de mon humble avis, elle a révolutionné l'idée qu'on a du shonen et de la manière de narrer ses histoires. Bienvenue dans Mangaka de l'ombre, cela fait super longtemps, au moins 3 ou 4 mois. Et aujourd'hui, comme vous l'aurez vu dans le titre, on va parler de Yellow Tanabe. Commençons par le commencement. Yellow Tanabe n'est pas son vrai nom, c'est un pseudonyme. Que de surprises déjà dans cette début de vidéo. Et il faut savoir qu'on a souvent tendance à associer son pseudonyme à un homme. Pourtant, c'est bien une femme. Par ailleurs, c'est aussi la première autrice que je vous présente dans Mangaka de l'ombre qui soit diplômée. Et pas n'importe où. Elle est diplômée de l'université d'art de Musashino, située près de Tokyo, et est considérée comme l'une des universités importantes d'art au Japon. Et pour preuve, monsieur Satoshi Kon est aussi issu de cet établissement. Mis à part cela, on sait très peu de choses sur elle. On ne connaît ni son vrai prénom, ni même sa date d'anniversaire. Enfin, si, on sait qu'elle est née le 13 juin, mais en quelle année, on ne sait pas. Par ailleurs, elle se représente sous son avatar de pingouin, qui provient d'une de ses œuvres de jeunesse qu'elle a réalisées au lycée. Mais tout cela, on s'en manque un peu de son identité, de qui elle est, etc., etc. Ce qui va nous intéresser là maintenant, là tout de suite, c'est qu'elle a été l'assistante de 2 mangaka. Et non, pas de 1, mais bien de 2. Et à la manière de Shinwara Kenta, elle fut l'assistante de 2 grands importants auteurs de shonen. Un beaucoup plus que l'autre. Yellow Tanabe fut d'abord sous la supervision de Mitsuru Adachi, soit le dieu vivant de la comédie romantique. Si, je suis sûr que vous connaissez ou au moins avoir entendu une de ses œuvres. Si je vous dis Touch, Cross Game, Mix. Bon, dites-vous que Touch est un des mangas qui s'est le plus vendu avec plus de 100 millions de copies. Je vais me le noter ça pour plus tard. Parler de Mitsuru Adachi Sensei pour un prochain épisode de Mangaka de l'ombre. Au travers de cette première expérience dans l'univers manga, Yellow Tanabe portera une attention particulière sur la vie quotidienne de ses personnages. Puis elle sera sous la supervision de Makoto Laiku qui revient sur le devant de la scène en France avec la réédition de Gash Bell chez Mehan. S'il vous plaît, messieurs, dames, tous ceux qui me regardent, aussi procurez-vous Gash Bell parce qu'ils sont en train de le rééditer chez Mehan et le coffret est cool. On a besoin de plus de Makoto Laiku chez nous en France. S'il vous plaît. Makoto Laiku est un mangaka talentueux pour découper les scènes d'action ainsi que la ponctuation d'humour dans son récit. Même si par moments son humour est assez loufoque ou proche du pipi caca, mais que voulez-vous, je suis un homme simple. Et encore une fois, Yellow Tanabe ressortira grandi de cette expérience et nous montrera à plusieurs reprises des combats fluides, dynamiques, ainsi que des petites notes d'humour par-ci par-là qui vont ponctuer sa narration. Et là, je vais quand même vous résumer le parcours de Madame Yellow Tanabe, car il est loin d'être anecdotique. Elle est sortie d'une grande université d'art japonaise, ou l'une des plus importantes. Elle fut l'assistante de Mitsuru Adachi, pilier du genre de la comédie romantique, ou en tout cas la personne qui a aujourd'hui popularisé un genre et une manière de narrer les histoires, et suivi d'être l'assistant de Makoto Laiku, un des auteurs le plus en vogue de l'époque, et encore aujourd'hui au Japon, et qui a su maîtriser l'art de montrer des combats et de magnifiques planches de détails. Et là, je sais pas vous, mais moi pour le moment, Yellow Tanabe présente ou en tout cas possède toutes les armes pour nous faire des œuvres intéressantes et incroyables. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Et c'est le cas, car en 2000, Yellow Tanabe sort sa première histoire intitulée Yami no Naka et reçut une mention honorable lors du concours Shinjin Comic Taisho de la maison d'édition Shogakukan. Bon bah, comme pour Red Panda Puppet Show, je n'ai trouvé aucune info ni même extrait illustrant cette œuvre. Puis, 2 ans après, elle sortira une nouvelle histoire courte intitulée Lost Princess. Et comme tout à l'heure, je n'ai toujours aucune information sur cette œuvre, que ce soit le synopsis ou d'extraits à vous montrer par-ci par-là. Bah voilà. Hein. Mais là, en 2003, une nouvelle série sort, intitulée Kaikashi. Et promis, il y a des extraits cette fois-ci.
Keikashi est un shonen publié dans le magazine Weekly Shonen Sunday, à ne pas confondre avec le Weekly Shonen Jump. Et il fut publié d'octobre 2003 à avril 2011, soit 8 ans de parution pour un total de 35 volumes. Pour une première série, 35 volumes ou 8 ans de parution, c'est pas rien. Bravo Madame Yellow, Madame Tanabe Yellow. Et là, je me dois de faire une parenthèse. Quand on parle shonen et magazine, on associe souvent ou directement au Weekly Shonen Jump de la Shueisha. Pourtant, il existe de nombreux magazines de publication de shonen, dont le concurrent direct est le Weekly Shonen Sunday, publié par Shogakukan. Bien que ce magazine soit quelque peu inconnu par le public français, il possède d'excellentes séries dont certaines sont ancrées dans le paysage shonen. Détective Conan de Gosho Aoyama, Ranma 1/2 de Rumiko Takahashi, Alice in Borderland d'Aro Aso, Gash Bell ou Zatch Bell de Makoto Raikou, Cross Game de Mitsuru Adachi, etc., etc. Tout cela pour dire, les shonen publiés dans les autres magazines que le Weekly Shonen Jump, donc un grand pont, un grand phare du shonen, ne sont pas tout aussi nuls ou inintéressants, loin de là, et voire même au contraire. Comme toujours, il n'y a pas d'inférieur ou de supérieur entre ces magazines ou entre ces œuvres. Surtout, c'est parce qu'il y a de la compétition entre les magazines que les auteurs-autrices essaient toujours de proposer le meilleur pour déjà se faire vendre, mais aussi pour intéresser le lectorat cible. Et cela va être le cas avec Yellow Tanabe au travers de Kekkaishi. Parce qu'ici on aime bien les chiffres, les prix et faire des vidéos bien longues, en 2007 le manga remportera le 52e prix du Shogakukan ou Shogakukan Manga Show dans la catégorie shonen. Si vous voulez mon avis les plus sincères, je pense pas que ça doit être un petit sponsor pour que le prix porte le même nom que la maison d'édition. Je pense qu'ils doivent mettre... Il est sponsorisé par la maison d'édition Shogakukan qui possède pas moins de 13 magazines, chacun spécialisé dans une ligne éditoriale. Il y a par exemple Shonen Sunday, le Big Comic Original, Big Comic Spirit, Shoujo Comics, Koro Koro Comics, Petit Comics, etc., etc. Cependant, les mangas sélectionnés lors de ce prix ne sont pas limités aux œuvres publiées dans les différents magazines que j'ai pu vous citer. Au contraire, l'ensemble des mangas publiés au Japon sont sélectionnés lors de ce prix, qu'ils soient édités auprès de la Shueisha, Kodansha, etc., etc. En comparaison des autres années et dans la catégorie shonen, les gagnants ont été Slam Dunk de Takehiko Inoue en 1994, Inohasha de Rumiko Takahashi en 2001, Full Metal Alchemist d'Hiromu Arakawa en 2003, Skate Dance de Kenta Shinohara en 2009. Petit point récap avant de rentrer dans le vif du sujet. Nous avons une mangaka ayant un background ou des expériences assez folles, et sa première longue série a remporté le même prix qu'un Slam Dunk ou Full Metal Alchemist. Pendant ce temps, je sais pas vous, mais là, on a quelque chose. Mais de quoi parle Kekkaishi? Sur le domaine Karasumori a été construit un collège où étudient deux jeunes Kekkaishi, maîtres de Kaikai, sorte de champ de force, amis depuis leur enfance. Ce domaine où vivait le seigneur Karasumi il y a 400 ans a la particularité d'attirer les entités et de leur donner de nouveaux pouvoirs. Yoshimori et Tokine sont les descendants de l'exorciste qui a été appelé il y a très longtemps pour combattre les âmes. Au vu du résumé, on peut s'attendre à une œuvre axée action, des combats à tout va, tout le temps, dans tous les volumes. Et c'est là où vous vous trompez. Les combats se font assez rares en fin de compte et ne dépassent jamais plus d'un volume, ou ne s'étendent pas sur plus d'un volume. Par ailleurs, ce n'est que la partie émergée de l'œuvre. Qui dit combat dit pouvoir. Et ici, rien de flashy ou de techniques mortelles telles que le Kamehameha, Rasengan ou les différents Bankai. Ici, les protagonistes vont utiliser la technique ancestrale du Hasama Ryo Keikajutsu. Donc pas de power-up soudain ou de nouvelles techniques incroyables. Les protagonistes vont varier les différentes stratégies ou manières d'utiliser cette technique pour vaincre leurs adversaires. Et c'est là une excellente manière de conserver l'intérêt du lecteur ou lectrice, car on se pose sans cesse les mêmes questions. Mais comment vont-ils battre cet ennemi? C'est impossible avec leur capacité actuelle. Pour passer à mais c'est absolument pas bête de utiliser le pouvoir de telle manière pour déstabiliser l'ennemi. Le fait que les personnages utilisent leurs pouvoirs, capacités, techniques de façon intelligente rend encore la lecture des plus agréables et on s'identifie à eux. On se dit pas oh, il a lâché un Kamehameha ou n'importe quelle boule d'énergie pour vaincre son ennemi. Non, ce sont vraiment des stratégies et c'est là une des forces de l'œuvre.
La force de l'œuvre est l'histoire ainsi que son écriture. Elle commence par l'accomplissement de missions, la découverte de petites vérités et des chapitres humoristiques, soit un début typique au shonen dont Naruto et Bleach n'ont pas fait exception. Cependant, tout au long du processus, des petits indices d'une intrigue bien plus importante commencent à apparaître. Contrairement à beaucoup d'autres mangaka qui utilisent ces événements comme obligation ou passent d'une intrigue à une autre sans réel lien, Yellow Tanabe continue les rebondissements, amenant constamment le lecteur à se demander s'il y a un méchant et ce qu'il va se passer dans l'histoire. Elle s'en tient à l'intrigue principale, répondant toujours aux questions avant d'en soulever trop. Peut-être que j'extrapole beaucoup, mais ici, Yellow Tanabe nous pousse à la réflexion, car elle va nous présenter sans cesse des situations problématiques ou thématiques assez récurrentes du shonen, le libre arbitre et le destin, deux faces d'une même pièce, etc., etc. Mais à la différence des autres shonen, elle va jamais nous donner une réponse claire ou une opinion directe ou une définition X ou Y. À la manière du protagoniste, nous allons réfléchir et intégrer les opinions des différents personnages, némésis, ennemis, pour mieux l'intégrer dans notre vision des choses. Et c'est là, vraiment, je pense, une des forces de Yellow Tanabe. Parlons-en de Toshimori et de façon générale les personnages de l'œuvre. À la manière de Skate Dance, chacun possède des qualités mais aussi des défauts, les rendant ainsi attachants mais surtout humains. Encore une fois, Yellow Tanabe va casser les stéréotypes shonesques avec ses personnages. Par exemple, cela peut être tout bête, mais l'objectif ultime de Toshimori n'est pas d'être le plus fort ou avoir vaincu tel Ayakashi, mais bien devenir maître pâtissier. Pour lui, être un Keikashi n'est rien d'autre qu'une obligation familiale qui ne peut se défaire pour le moment. Par ailleurs, et de son expérience acquise auprès de Monsieur Adachi Sensei, Yellow Tanabe nous présente la tranche de vie de nos protagonistes dans laquelle s'inscrit leur activité de Keikashi. Car oui, ils sont avant tout des collégiens, donc vont à l'école, préparer des examens, passer du temps avec leurs amis ou dans leur passion. On retrouve dans Keikashi ce que j'aime appeler un héros ordinaire. Un peu à la manière de Bosun de Skate Dance de Shinra Kenta, ici Yoshimori est tout simplement un collégien. Bon, si on oublie le côté Keikashi, les ennemis, défendre, etc., on suit majoritairement son temps de collégien, c'est-à-dire aller à l'école, aller au collège, discuter avec ses amis, résoudre des problèmes familiaux et amicaux, sa pâtisserie, sa passion, les doutes qu'il aura au futur. Et au travers de tout ça, il va réaliser des actions ou résoudre des événements qui sont à notre portée. Et on se dit, ah bah oui, ça je connais, et en effet j'aurais pu la résoudre de telle manière ou de telle manière. Et c'est fait avec tendresse et justesse. Parlons-en des personnages et de leur développement. Ici, c'est réalisé d'une main de maître par Yellow Tanabe. On y croit à tout ce qui se passe à ces messieurs-dames. Une majorité d'entre eux se trouvent au collège. Et qui dit collège dit crise d'adolescence. Et il est assez difficile de ne pas tomber dans des caricatures, dans des stéréotypes lors du passage, on va dire, un peu à la vie d'adulte ou vie lycéenne. Mais ici, tout fonctionne. On voit ces personnages évoluer, leur rapport aux amis, familles, mais aussi sur le monde, change, mais de façon intelligente et surtout humaine. Petit détail que j'apprécie énormément qui peut vous paraître anecdotique. Le père du protagoniste est un homme au foyer. Le Japon est un pays patriarcal orienté travail avant famille. Donc avoir une œuvre à destination d'un public jeune masculin, d'avoir un homme âgé être père au foyer, ayant comme rôle d'être un soutien moral au protagoniste, est des plus rares. En effet, le père représente la douceur et le calme du foyer familial, et surtout pour son fils, Toshimori. Au travers de sa première série, Yellow Tanabe va nous montrer une nouvelle manière de narrer un shonen en se basant avant tout sur un scénario qui se tient de bout en bout, n'ayant pas de fil blanc, avec parsemé par moments des enjeux politiques et philosophiques, on va pas se mentir. Cela peut faire peur le mot philosophique, mais cela traduit surtout une envie de faire réfléchir son lecteur et sa lectrice. Et ici, le pari est gagné. Cela n'est pas parce qu'on est un simple collégien ou collégienne, lycéen ou lycéenne, qu'on doit avoir que des œuvres axées combats remplis de belles pages, sans forcément avec des histoires qui se tiennent. Au contraire, on est dans cet âge où on doit réfléchir, c'est l'âge où on se construit. Et Yellow Tanabe l'a compris. C'est pour ça qu'elle nous aide, ou en tout cas elle aide cette génération à comprendre ce qui se passe autour d'eux au travers, on va pas se mentir aussi, de belles images, une belle histoire, de beaux personnages, en respectant certains codes du shonen ou l'utilisant à son avantage. Keikashi aussi, ce sont ses personnages et avant tout son duo de protagonistes. Bon, quand même, il faut le souligner, une collégienne. Ce qui est assez rare encore aujourd'hui dans les shonen actuels, c'est d'avoir une protagoniste féminin. Et ici, ce n'est pas une caricature ou un stéréotype, c'est une demoiselle forte avec des qualités et des défauts.
Idem pour la résolution des combats. On a souvent tendance à voir dans les shonen des combats mortels avec des techniques flashy. Je peux citer le plus grand, du coup Dragon Ball Z ou Dragon Ball. Mais ici, non. Souvent, ça va se résoudre au travers de certains combats ou au milieu d'un combat de dialogue. Et quand je dis dialogue, j'entends vraiment que les personnages vont s'écouter. Il y aura vraiment des échanges de phrases et pas comme on peut retrouver dans certains mangas, juste un enchaînement de phrases qui n'ont pas de sens ou qui n'a pas de fil rouge en fin de compte. Et cela fait du bien d'avoir des œuvres à destination d'un jeune public pour montrer que face à des situations qui peuvent se montrer violentes, tout simplement le dialogue peut suffire à apaiser les situations, écouter, comprendre, échanger. Bon, c'est le moment d'annoncer les mauvaises nouvelles. Si vous voulez vous procurer le manga, il est plus édité en France depuis le 31 juillet 2016. Mais au Japon, l'édition Kansenban ou Perfect Edition s'est terminée en 2021 avec 18 volumes. Et oh mon dieu, regardez donc moi ces couvertures, elles sont sublimes. Je n'ai qu'une hâte et je croise les doigts, c'est de la voir en France. Le manga a eu une adaptation animée de 52 épisodes produits par le studio Sunrise qu'on ne présente plus et qui fut diffusé d'octobre 2006 à février 2008. Il n'y a pas d'offre légale pour voir l'animé. Enfin si, avec Crunchyroll avec un VPN. Sinon vous tomberez sur cet écran. Il y a énormément de choses à dire sur Keikaichi, que ce soit de près ou de loin, car tout ce qui est abordé est des plus intéressants. Ce faisant, je vous conseille l'excellent dossier de Soro sur Manga News portant sur Keikaichi et tous plus ou moins les thématiques abordées. Je vous le conseille de lire après avoir découvert Keikaichi car il peut avoir certains éléments de spoil, mais en tout cas je mettrai le lien dans la description car le travail est incroyable. Redonnons à César ce qui appartient à César. Maintenant que Keikaichi est terminé, il faudra attendre encore un an pour voir le retour de Yellow Tanabe au sein du Weekly Shonen Sunday, avec cette fois-ci une histoire assez courte pour faire un seul volume, ou communément appelé un one-shot. Shumatsu no Laughter, ou Laughter in the End of the World, fut publié dans le même magazine que Keikaichi, soit le Weekly Shonen Sunday, de novembre à décembre 2012. Avant de vous parler de l'œuvre, parlons de choses qui fâchent dès le départ. Le manga n'a qu'un seul volume et fut publié en France en 2019 chez Shiba Edition. Par contre, ce dernier n'est plus présent sur le site et ne semble plus être imprimé. Pourtant, aucune information sur un arrêt commercial n'a été partagée. Tout simplement, The Loafer in the End of the World est le premier manga de cette maison d'édition. Il faut savoir que lors de la communication et marketing de la maison d'édition pour faire son apparition sur le marché, tournait autour de ce manga, au point d'en faire un Ulule. Mais je trouve ça vraiment encore une fois très regrettable que la maison d'édition n'en parle plus, quoi. C'était leur première œuvre et l'abandonner aussi vite, c'est dommage. De quoi parle Loafer in the End of the World? À une époque où les ténèbres ont envahi le monde et l'ont précipité vers sa chute, des êtres qu'on appelle démons vivent haïs de tous. Sont-ils venus apporter l'espoir ou la ruine sur le monde? Dans une ville bouleversée par l'apparition successive de deux démons, le rideau se lève sur la fin qui approche. Le ton est mis dès l'ouverture de l'œuvre, car sur la petite page ici, nous avons un texte explicatif sur la fin du monde et la définition religieuse associée. Mais je vous laisserai le soin de découvrir cette petite définition, elle est assez courte et intéressante, et vraiment ça met le i sur le t pour la suite de l'histoire. Je l'ai très peu abordé tout à l'heure, mais le dessin de Yellow Tanabe est très fluide, parfaitement ancré, tramé, afin d'apporter plus de richesse et de profondeur. De plus, il y a rarement des cases vides, ou très peu. Cela permet par moments d'amplifier l'ambiance mystique et énigmatique des scènes. Quand ce ne sont pas des trames assez fines qui remplissent les fonds, on a droit à des corps de maisons, d'églises ou de vertures très soignées. Les qualités visuelles et artistiques ne s'arrêtent pas là, car elles apportent une profondeur supplémentaire aux personnages dépeints dans chacune de ces œuvres. Je vais pas m'attarder sur l'œuvre à la différence de Keikaichi, car celui-ci est un one-shot, donc je ne souhaite pas gâcher votre lecture, tout simplement. Yellow Tanabe, au travers de Loafer in the End of the World, nous pousse à la réflexion, mais cette fois-ci sur des thématiques axées sur l'homme et sa nature profonde, sa relation à autrui, et aussi sur le racisme et la place de la religion dans notre société. Ça fait beaucoup de thématiques réunies dans un seul volume, mais sachez que tout marche du feu de Dieu. On ne se sent pas submergé, subjugué, noyé par cette tonne d'informations et ou de personnages ou de situations.
Chose que je n'ai pas encore faite depuis le début de la vidéo, remercier tout simplement le travail de lettrage et de traduction réalisé dans cette œuvre. Ici, ça a été réalisé par un collectif intitulé Clair Obscur et auquel j'ai très peu d'informations. Le lettrage en lui-même, on va pas se mentir, est assez classique, mais la traduction, elle, est aux petits oignons et colle parfaitement, en tout cas de ce que j'ai pu lire, parfaitement aux idées ou aux envies des messages portés par Yellow Tanabe. Donc, messieurs, dames du Clair Obscur, merci à vous. Ce faisant, en France, nous avons la chance d'avoir cet ouvrage visant un public jeune, d'émuler notre cerveau et à la fois une histoire poignante et frustrante. Frustrante car c'est terminé en un volume et on aurait aimé voir plus, suivre leurs aventures plus loin, toujours plus. Mais un volume, c'est top. Mais vous savez ce qui n'est pas court et qui ne fait pas un volume? Pas de Black Salas tout simplement, j'ai pas d'idée de transition. C'est la prochaine œuvre de Yellow Tanabe qui sortira en 2013 et intitulée Birdman. Avant de vous parler de l'œuvre Birdman, sachez que c'est l'une des raisons, voire la principale, de faire cette vidéo. Car, comme vous avez pu le constater, les œuvres de Yellow Tanabe ne restent jamais longtemps en France, ou très peu disponibles. Mais il faut savoir que l'œuvre Birdman s'est terminée cet été avec son 16e volume auprès de la maison d'édition Vega Dupuis. Et comme disaient les plus anciens, il faut battre le chaud tant qu'il est encore fer et se procurer Birdman. Et de quoi parle Birdman ? Et non, je ne ferai pas de référence au film Birdman avec Michael Keaton et réalisé par Alejandro González. Eiichi Karasuma est un collégien très intelligent, mais solitaire. Il sèche souvent les cours avec son seul ami Mikisada Komoda, un grand gars costaud. Un jour, il sèche, il rencontre Tsubame, une fille très énergétique, et Lai Sagizawa. Alors qu'ils prennent le bus, celui-ci a un accident. Au bord de la mort, Eiichi rencontre une légende urbaine, l'homme-oiseau. Vous l'aurez peut-être compris au travers du synopsis de l'œuvre, la grande thématique de cette dernière est l'évolution avec un grand E. Nous verrons, nous suivrons l'évolution des différents personnages, mais à différents niveaux. Le premier niveau est tout simplement l'évolution du personnage en lui-même, avec par exemple la résolution d'arcs narratifs. La seconde évolution, ou le deuxième niveau d'évolution, est tout simplement des individus en eux-mêmes, à la manière de Kaikaishi, nous suivons des collégiens et collégiennes. Donc nous allons voir encore une fois leur évolution au travers d'un âge plus adulte, le lycée, etc. Et c'est-à-dire aussi les responsabilités qui vont avec, le changement de la vision du monde. Et enfin, le troisième niveau, c'est l'évolution de l'espèce, tout simplement. On passe ici d'homme ou d'humain à Birdman, homme-oiseau, et ce qui va avec en termes de responsabilité et de changement génétique. Pour cela, nous avons une Yellow Tanabe au meilleur de son art, une narration lente avec une approche réaliste de l'arrivée des Birdmen de notre société. L'intrigue ainsi que le fil rouge se profilent petit à petit au cours de l'histoire sans jamais perdre son lecteur, malgré l'arrivée de nombreux personnages et intrigues politiques, religieuses, philosophiques, etc. etc. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la thématique principale de l'œuvre est l'évolution. Ce faisant, nous allons suivre l'évolution. Ça va être un mot-clé qui va sans cesse se répéter dans cette partie de la vidéo, j'en suis désolé. Donc je disais, nous suivons l'évolution d'Eiichi, notre protagoniste, et comment sa vie va basculer du jour au lendemain au travers de sa rencontre avec le premier Birdman, au travers d'un accident. Parlons-en d'Eiichi. Les différents personnages ne se connaissent pas ou très peu. Ils ont des a priori sur les uns et sur les autres, mais se feront confiance au cours du temps, en communiquant et dialoguant. Pas de rapprochement après un combat quasi mortel contre un ennemi ou une rivalité soudaine. Nous retrouvons l'autre force de Yellow Tanabe, qu'elle a pu nous montrer dans ses différentes œuvres. Des personnages humains qui nouent des relations comme tout le monde, en s'engueulant, pleurant, en écoutant, et j'en passe. De plus, les personnages que nous allons suivre, juste ici, ne sont pas caricaturaux ou stéréotypes. Enfin, au début si. Je m'explique. Le protagoniste principal, Eiichi, se montre au premier abord un protagoniste des plus classiques, taciturne, orgueilleux, toujours mieux que tout le monde, et ce n'est pas le cas. Suivi de Kamoda, l'ami d'Eiichi, qui est grand de son physique mais aussi grand avec le cœur, caricature qu'on a déjà vu 1001 fois, et de par son physique un peu brut se retrouve sans cesse dans des quiproquos, dans des combats qu'il ne désire jamais. Suivi de Sagizawa, le joli garçon populaire, riche, mais qui est en fin de compte un peu tourmenté de par son statut. Pour finir, Tsubame, la seule fille du groupe,
et qui se montre garçon manqué de par son physique et son comportement. Donc tout ça, ce sont des choses qu'on a vues et revues dans les shonen. La présentation que je viens de vous faire est assez rapide et en fin de compte, c'est aussi la vision qu'ont chacun d'entre eux lors de leur première rencontre sur des idées reçues. À force de passer du temps ensemble, ces personnages vont apprendre à se connaître et comprendre que les idées qu'ils ont sur l'un et sur les autres est complètement fausse. Car c'est beaucoup plus complexe de définir une personne au travers juste d'un mot ou deux. Et ça, c'est aussi qu'on l'a aujourd'hui. Dès qu'on voit une personne, on dit « Ah, cette personne est extravertie » ou « Elle est hautaine de comment elle parle ». Mais en fin de compte, non, il y a peut-être plus que ça derrière. Et là, Hiero Tanabe a encore une fois maîtrisé la manière d'écrire des personnages et nous présenter et les faire évoluer. C'est le petit fun fact rapide. Le nom de chaque personnage fait référence à un oiseau. Karasuma vient du mot karasu, qui veut dire corbeau. Kamoda vient du mot kamo, qui veut dire canard. Sagizawa vient du mot sagi, qui veut dire héron. Tsubame veut dire hirondelle. Et enfin, Takayama vient du mot taka, qui veut dire faucon. Voilà. Mais c'est un shonen. Qui dit shonen dit forcément combat. Où ils sont tous ces petits combats, ces petits... J'arrête les imitations à partir de maintenant. C'est un peu une question tirée par les cheveux ou une association d'idées un peu extrapolée de dire shonen égale combat, mais tout à fait compréhensible aujourd'hui avec tout ce qui sort. Et ici, encore une fois, à la manière de Keikaishi, nous avons des combats, on va dire, assez courts. Ce n'est pas le cœur de l'histoire. Donc nous pouvons avoir l'apparition d'ennemis, donc comme, hop, ici, petit ennemi qui apparaît, mais qui sera résolu assez vite en fin de compte. La fin du combat, je vous montre en live, hop, zut, pardon, excusez-moi, pif, paf, pouf. Il est résolu en quelques pages. Apparition, résolution. Et ça va être aussi, pas des mimiques de Hiero Tanabe, mais en tout cas, elle veut pas s'attarder dessus. Pour elle, c'est pas ça. Ce qu'elle veut raconter, c'est pas des combats rocambolesques avec des différents monstres, etc. Certes, ils vont durer de plus en plus longtemps, mais encore une fois, comme Keikaishi, jamais plus d'un volume. Et ça fait du bien. On sent qu'elle veut porter son attention ailleurs, et les combats sont surtout là, ici, pour nous montrer le côté drame de la vie. Genre, un combat, ça peut arriver à tout moment, et peut être résolu à tout moment, que ce soit par la vie ou la mort. Enfin, le dessin. Je ne me suis pas trop penché depuis le début de la vidéo, mais au vu des différents extraits que j'ai pu vous montrer, vous aurez compris quel est le style de Hiero Tanabe. Elle utilise régulièrement l'ancrage et la couleur noire de façon générale pour montrer, entre autres, les émotions ou son total opposé, son absence. Idem pour les nuances de gris et le contraste blanc-noir qui soulignent des moments du quotidien ou dramatiques des personnages. Tout simplement, Hiero Tanabe arrive à nous faire passer des messages, des sous-textes au travers du dessin sans dialogue. Et pour ça, chapeau. Et au vu de ma touffe assez importante et conséquente, je vais pas porter le chapeau, mais deuxième chapeau pour la série. Nous avons là une série vraiment réalisée par grand soin de la maison d'édition et de son équipe. Que ce soit la traduction, le lettrage ou l'adaptation graphique, tout est nickel, sincèrement. La traduction a été réalisée par une seule et même personne, Fujimoto, sur l'ensemble de la série, et le lettrage a été réalisé par Madame Daphne Belt, qui, je le souligne, est vraiment incroyable. Enfin, ce travail de lettrage. Cela va être anecdotique pour vous. Nous avons souvent, du coup, voilà, des petits textes. Oh, c'est en inversé, bon, c'est pas grave. Du coup, texte noir avec entouré de blanc, et ça prend son importance ici. Tout simplement, quand un des protagonistes va perdre ses ailes, nous voyons que les ailes, c'est noir entouré de blanc et le texte colle parfaitement. Et ça, c'est un exemple de lettrage. Et idem ici. Donc le texte qui est sur un autre texte. Ça a de l'intérêt dans l'histoire et il y a un réel respect de... redite. Mais il y a un réel respect du travail de Hiero Tanabe apporté par l'équipe française. Et là-dessus, vraiment, encore une fois, il faut les féliciter pour ce travail et ça aide énormément à savourer la lecture de l'œuvre. Est-ce que c'est par flemme ou par envie de vous préserver? Je vais pas m'attarder plus longtemps que ça sur Birdman, car à la manière de Keikaishi, il y a énormément de choses à dire sur l'œuvre, que ce soit sur l'ensemble des thématiques abordées, sur les personnages, etc., etc. Parlant de personnages très rapides, vous pouvez le voir sur les différentes covers, il y en a énormément. Petit spoil très vite, c'est que l'histoire va se passer au-delà du Japon à un moment donné, on va voir différents pays et du coup différentes ethnies, culturelles, etc. Et ça fait du bien de ne pas être centralisé que sur le Japon ou sur un personnage. Voir différentes manières de penser, différents personnages. Et ça, c'est top, vraiment. J'ai abordé à plusieurs reprises la thématique de l'évolution, mais à la manière de Keikaishi ou Loafer in the End of the World, il en a énormément d'autres.
Et puis voilà, donc je vous laisse découvrir tout ça avec le plus grand soin. Profitez-en car c'est encore édité en France chez Vega Dupuis. Je ne sais pas pendant combien de temps. Encore une fois, c'est possédé par très peu de monde. Je mettrai quelques chiffres depuis tout à l'heure. Donc je vous laisse découvrir tout ça avec le plus grand soin. Et à la fin de la lecture, vous allez en ressortir grandi. Vous allez en ressortir Birdman. Pour conclure cette longue vidéo qui va aussi marquer la fin de l'été, car je sais pas quand sortira cette vidéo, je pense fin août, vraiment dernier quart à début septembre, mais je l'espère pas. Vous devez soutenir l'autrice Yellow Tanabe en achetant pendant ce temps la seule œuvre toujours éditée en France qui est Birdman. Donc foncez auprès de votre librairie préférée, indépendante ou dans une grande franchise et achetez Birdman. Et elle souffre de la même maladie que Kenta Shinohara, c'est-à-dire avoir ses différentes œuvres auprès de différentes maisons d'édition et donc pas le même travail réalisé ni même la même communication. J'espère aussi qu'au travers de cette vidéo, vous avez appris qu'un shonen peut être narré de différentes manières et ne se résume pas qu'à des combats ou à des évolutions de power-up d'un coup d'un seul de nos protagonistes préférés. Ça peut aller plus loin que ça. Yellow Tanabe a su montrer au Japon qu'une œuvre visant un public jeune peut aborder des thématiques beaucoup plus lourdes, telles que le racisme par exemple, sans forcément perdre le lecteur ou lectrice, et aussi toujours donner envie de lire et de faire découvrir de nouvelles choses. Par ailleurs, elle a aussi montré que des situations les plus dramatiques peuvent être résolues avec des dialogues et de l'écoute, ce qui est assez un manquement ou une absence aujourd'hui dans de nombreux shonen. Bref, ce sont là de bien grands mots dans un discours assez générique de conclusion pour une autrice qui quand même mérite toute votre attention, donc je vais m'arrêter là. Ce fait un plaisir de vous retrouver. Sachez que le manager Tako est très agité aujourd'hui, je pense qu'il a compris qu'on est en train de faire une nouvelle vidéo, donc vous avez dû l'entendre à un moment donné dans le fond, donc je m'en excuse mais pas trop, ça reste le manager ici, c'est lui qui bosse, pas moi. J'espère que cette vidéo vous a plu malgré le fait que j'ai pu passer en vitesse sur pas mal de petites choses, notamment sur les réflexions, les thématiques abordées dans chacune de ces œuvres, mais comme j'ai pu le dire plus tôt, un peu compliqué aujourd'hui de faire une vidéo de 2 heures qui puisse intéresser et maintenir le public. Déjà j'ai l'impression qu'une demi-heure, 45 minutes c'est le max du max que je peux vous proposer, surtout que je suis pas encore assez confiant pour faire plus de 2 heures et vous proposer quelque chose de super bien. Peut-être que plus tard, dans 1 an, 2 ans, 4 ans, 10 ans, on sait pas. Bref, j'ai pas de réelle fin de phrase de conclusion, donc on va s'arrêter là, en vous souhaitant une bonne fin d'été, une bonne rentrée si jamais ça sort en septembre. La bise. La bise. Donc comme disaient les plus anciens, oui tac tac.